artificielle serait un organe exosomatique. L'intelligence artificielle est une discipline qui se propose d'inciter, au sein des technologies numériques extérieures, des capacités cognitives dont nous autres humains jouissent grâce à notre cerveau. C'est une histoire bien connue. Et aujourd'hui, la même chose. Le délire qui est la quête de la singularité repose sur ce redoublement imaginaire du cerveau humain à l'aune duquel on cherche à comprendre l'ordinateur numérique. Comme répertoire, figure du poids de la pensée de la singularité, l'affirmée, aujourd'hui nous voyons comment le cerveau produit des pensées et comment nos pensées produisent notre cerveau. L'intelligence est conçue comme une simulation informatique du cerveau par reverse engineering, ingénierie inversée. Pourtant, on nous dit que, libérée de l'architecture neuronale, cette intelligence évoluera rapidement bien au-delà de l'intelligence humaine. L'organisation biologique de notre cerveau et sa structure, qui est du moins en partie déterminée par la génétique, nous impose des limites. Une conclusion s'imposerait donc. Seul un cerveau humain cognitivement augmenté serait à même de faire face au défi de la singularité. Ainsi, les organes exosomatiques de l'intelligence artificielle seraient en quelque sorte greffés sur les cerveaux endosomatiques naturels des êtres humains. Du coup, la question ne serait pas de savoir si l'intelligence artificielle est un organe exosomatique. La question serait de faire face au défi d'un outil externe autonome qui est beaucoup plus intelligent que nous le sommes. Mais en vérité, c'est une question mal posée. Il faut aborder le problème de façon historique et philosophique. Postuler que la pensée se produit dans le cerveau n'a rien d'évident. Il en va de même pour l'idée suivant laquelle l'intelligence réside en quelque sorte dans le cerveau. Troisième idée reçue, tout l'enjeu de l'intelligence artificielle consiste à extérioriser ce qui se passe à l'intérieur de notre système biologique. Commençons donc par quelques remarques sur le site de la pensée. Selon Wittgenstein, l'idée suivant laquelle nous pensons avec notre tête ou que la pensée est dans notre tête est des plus dangereuses philosophiquement. Car l'affirmation que la pensée ne serait qu'un processus corporel parmi d'autres, qui a ceci de particulier qu'il se produit dans notre tête, cette affirmation est lourde de conséquences et de paradoxes. Wittgenstein nous invite à nous poser quelques questions, comme celle-ci par exemple. Est-ce que la pensée est un processus organique propre à l'esprit, une sorte de mastication et digestion spirituelle? Est-ce qu'on peut y substituer un processus anorganique qui accomplirait la même tâche, une sorte de prothèse qui se chargerait de la pensée? Comment concevoir un tel organe prothétique pensant? Avant de tirer la conclusion hâtive que l'ordinateur constitue précisément un tel organe pensant, il convient de dissiper quelques malentendus possibles. À l'ère de la transition vers le numérique, il faut bien saisir qu'est-ce que ça veut dire que la pensée ne se limite pas nécessairement au corps. Wittgenstein nous mettrait sûrement en garde ici, car nous entendons par pensée regroupe des phénomènes divers. Comme il le note, je cite, « En vérité, je pense avec mon stylo, car mon cerveau ne sait strictement rien de ce que ma main est en train d'écrire. » Ce qu'il faut retenir de cette remarque, c'est que le moyen de la pensée est non tant le cerveau, mais la logique de la langue, de la culture et de l'histoire. Aucun processus dans le cerveau ne correspond à l'activité d'associer et de penser. Il serait strictement impossible de déduire les processus de pensée des processus cérébraux. C'est pourquoi Wittgenstein conclut ainsi. Il est donc parfaitement possible que certains phénomènes psychologiques ne puissent être étudiés physiologiquement, parce que sur le plan physiologique, il n'y a rien que leur corresponde. La prise de position de Wittgenstein est à cet égard parfaitement conventionnelle.
Bien avant lui, c'est le philosophe et logicien Charles Sanders Peirce qui avait avancé des hypothèses semblables. Selon Peirce, penser est une activité complexe et souple que l'on ne peut pas simplement localiser dans une entité physiologique donnée. Quant aux psychologues, Peirce maintient que la pensée ne réside pas dans le cerveau. En revanche, la pensée pourrait se trouver dans un livre, par exemple. Certes, dit Peirce, il est vrai qu'il serait intellectuellement handicapé si on lui enlevait un lobe de son cerveau. Mais Peirce tient à soutenir que la situation serait pareille s'il était privé de son entrée. Je serais coupé de mes pensées, dit-il. Ce n'est donc pas une plaisanterie lorsque Peirce dit que l'entrée et le lobe du cerveau ont le même rapport général avec les fonctions de l'esprit. Rapprocher Peirce et Wittgenstein de cette manière n'a rien de fortuite. Tous deux s'intéressent au rapport qui existe entre la pensée, le cerveau et ce qu'on pourrait appeler le calcul mécanique. Peirce est au fait des machines logiques qui ont été construites au XIXe siècle. Il est peut-être le premier à postuler que dans une telle machine, les circuits électriques fonctionnent comme des portes logiques. En fait, Peirce n'hésite pas à affirmer, en ce qui concerne le traitement des séquences logiques, le parallélisme entre le cerveau et la machine. Mais c'est parce qu'il considère que la logique formelle déductive est une opération quasi-automatique. Sur le plan cognitif, elle ne revêt que peu d'intérêt. Une homme-machine procède au traitement d'un énoncé et en tire des conclusions. Peu importe si ce sont des neurones ou des roues dentées qui s'acquittent de sa tâche. Ce qui m'importe ici, c'est l'idée suivante laquelle la logique ne relève stricto sensu pas de la pensée, de la vraie pensée. De la même façon, Wittgenstein se montre un lecteur attentif de Turing. De plus, Turing a assisté au cours que Wittgenstein donna à la Fondation des mathématiques de Cambridge. Wittgenstein critique les travaux de premier Turing portant sur la calculabilité. Selon Wittgenstein, Turing étant trop vite le modèle du calcul à l'ensemble des modes de cognition humaine. C'est une chose de suivre des règles. C'en est encore un autre de le faire de façon consciente. Connaître les règles, comprendre les règles, appliquer des règles dans certaines situations et pas dans d'autres, c'est à ce niveau-là qu'il faut situer l'enjeu. Peut-être le moment est-il venu de reposer la question du début. L'intelligence artificielle est-elle un organe exosomatique? À vrai dire, c'est une question qui s'avère de plus en plus difficile, puisque nous avons établi que la pensée ne correspond pas nécessairement à quoi que ce soit dans le somatique. Et si la pensée n'est pas forcément à l'intérieur du corps, comment l'extérioriser? Pour aborder cette question, regardons de plus près la notion d'exosomatique. Elle apparaît pour la première fois, du moins dans la signification qui nous intéresse ici, dans les travaux que le biologiste Alfred Lotka consacre à la théorie de l'évolution. Dans cet article publié en 1945, Lotka soutient que l'enjeu de l'évolution n'est pas d'accroître l'organisation, ni de passer d'un état moins probable à un état plus probable, mais plutôt de maximiser les flux d'énergie du système vivant total. Il parle même de l'impérialisme chimique des êtres vivants, y compris des êtres humains. Par là, Lotka entend la tendance implacable qui consiste à convertir des parties toujours plus grandes de la surface de la Terre en composants de nos corps. Les organismes complexes, tels les êtres humains, possèdent des systèmes sensoriels pour se représenter leur environnement. De même, ils ont équipé de ce que Lotka appelle des systèmes effecteurs qui leur permettent d'agir. Ensemble, ces systèmes visent à s'emparer de l'énergie stockée par d'autres organismes. Mais contrairement aux animaux, chez les êtres humains, des aides artificielles s'ajoutent à ces systèmes innés.
ce qui rend possible une nouvelle évolution exosomatique qui vient compléter les processus endosomatiques naturels. Ce qui m'importe ici, c'est le lien qui établit entre les organes exosomatiques et l'évolution. Car c'est la persistance et la transmission de l'outil dans le temps qui transforme l'organisme humain en quelque chose d'inédit. Locke avait développé ses idées plus longuement dans un ouvrage antérieur publié en 1925 et consacré à la biologie physique. Dans cet ouvrage, il met l'accent sur la vitesse de l'évolution des dispositifs sensoriels artificiels. Songeons par exemple au développement qui mène de l'optique de l'âge classique au XVIIe siècle au microscope électronique. Mais il soutient également que la capacité humaine de synthétiser et de traiter les données sensorielles évolue tout aussi rapidement en fonction des développements technologiques. Mais ce qui est décisif, c'est l'accent que Locke met sur la nature collective de cette évolution. Selon Locke, à travers ses organes et facultés artificielles, nous sommes de plus en plus liés dans un seul corps. Locke voit l'impact le plus significatif de cette vie collective dans la sphère de la communication, cette zone singulière de l'expérience sensorielle humaine. Grâce à la parole, aux traditions orales, aux objets scrutés, aux textes écrits et aux documents imprimés, les informations se répandent et sont partagées parmi les êtres humains. Pour le dire autrement, l'espèce humaine ne se contente pas d'utiliser les outils comme des substituts exosomatiques des capacités endosomatiques. Avec ce qu'on pourrait appeler l'exosomatisation, la tendance à la transmission de la pensée qui est propre à l'espèce humaine fait son apparition. C'est-à-dire que la pensée n'est plus quelque chose qui se produit dans la tête des individus, la pensée est transmise à travers des réseaux de plus en plus vastes de communication. La pensée se fait en partage. Pour Locke, cette structure collective revêt une importance considérable. À la différence de l'évolution biologique qui procède par sélection naturelle, l'évolution exosomatique est régie par des facteurs orthogénétiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Les traits inhérents guident l'évolution de la forme. Le savoir qui est rendu possible par les organes exosomatiques de communication et de stockage et qui est partagé à travers l'histoire et au sein d'une culture, ce savoir possède une structure et un ordre indépendant. Par conséquent, il acquiert une certaine autonomie. Pour citer Locke, la vision du monde scientifique est l'exemple le plus évident de l'évolution par orthogénèse. C'est une tendance inhérente qui se déploie indépendamment de l'influence des facteurs de sélection. Nous pouvons donc formuler deux hypothèses. Première hypothèse, l'évolution exosomatique ne désigne pas seulement l'extension de l'humain. Ce qui est décisif, c'est la manière dont cette évolution transforme l'être humain en être historique. L'esprit humain peut augmenter ses capacités parce qu'il participe à une entreprise collective qui transcende la particularité de l'individu. Deuxième hypothèse, si la pensée est quelque chose de collectif, elle revêt un caractère objectif et se développe dans le temps. La pensée évolue selon des principes qui lui sont propres et indépendamment des esprits humains individuels qui la produisent et la soutiennent. Pour en revenir à la question de l'intelligence artificielle, nous pouvons maintenant mesurer mieux la portée de l'enjeu des ordinateurs numériques tel que c'est présenté au milieu du XXe siècle. La question posée par Turing en 1950, les machines peuvent-elles penser, n'est pas ou pas seulement une question sur le matérialisme, le déterminisme ou le rapport entre corps et esprit, les questions classiques de la philosophie.
Dans les années 50, l'ordinateur est un étrange organe exosomatique qui a de quoi troubler les contemporains. Si la pensée humaine était en réalité la participation à un flux de pensée, ainsi que la réflexion sur ce flux, ou même l'interruption potentielle de ce flux, où exactement un cerveau électronique s'inscrit-il dans un tel réseau complexe de pensée? On voit donc que la notion de stimulation est loin d'épuiser toutes les dimensions de cette question. Il vaut alors mieux s'écarter des débats habituels qui entourent le fameux test de Turing. Ils sont peu utiles si nous cherchons à développer une nouvelle perspective critique sur l'intelligence artificielle à l'ère numérique et les processus d'exosomatisation qui y correspondent. Nous proposons un autre point d'entrée, à savoir les relations sociales et techniques qui inscrivent la pensée dans le cadre plus large de l'évolution humaine. Voici un exemple qui peut vous paraître quelque peu excentrique. Il est tiré d'un essai de Karl Popper intitulé « Épistémologie sans sujet connaissant » et publié en 1968. Popper invite le lecteur à imaginer un livre qui n'est lu par personne. Pas seulement un livre, une collection de livres, des livres contenant des logarithmes. En effet, ce ne sont pas des logarithmes quelconques, mais au contraire la meilleure série de logarithmes concevables, calculée à 50 décimales. Cette série est produite par un ordinateur, nous assure Popper. Remarquez bien l'allusion au rêve de Charles Babbage qui est au cœur de cette production informatique de logarithmes. C'est bien le rêve qui a conduit Babbage à construire sa machine différentielle. Même en l'absence de lecteur, ces livres contiennent des connaissances objectives. Popper veut dire ceci. Ces symboles organisés sous forme de livres ont le potentiel d'être compris, d'être interprétés. Il existe dans ce que Popper appelle le monde 3, à savoir le monde humain du sens et de la compréhension. Qu'il soit dit en passant, le monde 1 est le monde physique, et le monde 2 est le monde de l'expérience sensorielle et consciente. Ce qui est décisif pour Popper, c'est le fait que le monde du sens est autonome. C'est un monde créé par des êtres humains, mais qui n'est pas pour autant un monde purement subjectif. Ce monde a une consistance propre. Il est donc capable d'évoluer et de progresser à sa propre manière. Pour n'en citer qu'un exemple, les connaissances mathématiques évoluent selon les structures et les concepts inhérents aux principes fondamentaux du système mathématique. Popper affirme que la sphère de la connaissance objective évolue de la même manière que les organismes biologiques. Les plantes et les animaux résolvent des problèmes et les solutions tentatives qu'ils découvrent par tâtonnement sont alors incorporées physiologiquement dans l'anatomie de l'organisme. Décrions cette affirmation. Les théories sont mises à l'épreuve et ils perdurent dans la vie de la pensée si elles surmontent ces épreuves. Mais attention, ce n'est pas parce qu'elles survivent une quelconque bataille. Si elles survivent, c'est qu'elles ont été soumises à la pratique et au test de falsification. Elles ont tenu bonne, voilà leur survie assurée. Selon Popper, la pensée est gouvernée par des règles et des fins qui sont extérieures à l'individu et indépendantes de l'esprit individuel. C'est la logique même du système de la pensée que fournit les critères. C'est une sorte de sélection artificielle. Mais qu'en est-il alors de l'ordinateur? Est-ce que l'on a perdu de vue? Est-ce bien l'ordinateur qui a écrit ces livres? Et les ordinateurs savent lire des livres? Ou y a-t-il tout au bout les machines à lire que Wittgenstein a décrites dans ses investigations philosophiques? Dans un autre essai consacré au problème du hasard et du déterminisme, Popper revient à l'ordinateur. Il note que l'idée suivant laquelle les êtres humains sont des machines, qui remonte au XVIIe siècle,
trouve à nouveau des adeptes, particulièrement dans le milieu scientifique. L'homme serait ordinateur, telle est la mise à jour de la formule. En effet, Popper renvoie aux travaux de Turing. Ce qui retient l'intérêt de Popper, c'est le fait que les êtres humains ne sont ni des automates dont le comportement est déterminé, comme le sont les machines de Turing, ni des mécanismes soumis à l'indétermination, comme le sont des machines cybernétiques. L'homme, c'est entre les deux. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde fait de sens partagés et des outils exosomatiques de pensée. Des morceaux de papier, quelques notes marginales, l'entrée de journal intime, tout ça peut déterminer les mouvements physiques d'une personne, l'amenant à voyager de l'Italie au Connecticut, par exemple. Mais selon Popper, il s'agit là d'un contrôle plastique, contingent et souple, et non pas d'un contrôle fixe et mécanique. Les êtres humains participent à un système social et culturel qui les guide de l'extérieur. Ce monde du langage, du discours, de la technologie émerge du processus de l'évolution. Mais ce n'est pas l'évolution des organes anatomiques telle qu'on la rencontre chez les animaux, c'est une évolution exosomatique. Et ça, c'est une évolution de nouveaux organes. Or, Popper met l'accent sur une forme d'évolution bien particulière. À cet égard, il fait écho aux réflexions de Locke. Popper souligne les technologies d'information et communication, en particulier, après ça, l'ordinateur. Après les technologies d'information, il écrit « Tout cela ajoute des dimensions nouvelles à notre langage, et en particulier les ordinateurs. » Popper renvoie ici à des systèmes d'information dits exolinguistiques. Ceux-ci sont bien plus que des simples outils, ce sont des leviers de contrôle plastique, pour reprendre l'expression de Popper. Il met ainsi à jour la thèse célèbre de Benjamin Lee Whorf, suivant laquelle le langage humain détermine la perception des données fondamentales comme l'espace et le temps. Kant avait tort de séparer la pensée discursive et l'intuition sensible, car l'intuition elle-même est, d'après Popper, le produit de notre développement culturel. Les organes techniques nous font entrevoir des manières nouvelles de penser. Nos systèmes psychophysiques, nos organes endosomatiques et sensoriels représentent eux-mêmes des réactions adaptives au monde, réactions qui ont évolué de façon progressive. Ces organes sont imprégnés de ce que Popper appelle les atteintes conjecturelles. Locke et d'autres biologistes ont émis des hypothèses semblables. Dans le domaine de l'évolution exosomatique, l'activité intellectuelle de l'homme est façonnée encore davantage par la pensée sociale et historique, ce que Hegel appelle esprit objectif, et par les structures techniques de formation et de distribution de cette pensée. Revenons enfin à l'ordinateur. La critique de l'intelligence artificielle formulée par Popper ne consiste pas à dire que l'ordinateur ne peut simuler ou imiter un cerveau. Ce n'est pas une critique ontologique. La critique de Popper vise quelque chose de différent. Il affirme que seul un être évolué porte en lui, que ce soit sur le plan endosomatique ou sur le plan exosomatique, des attentes qui ouvrent la voie à l'action au sens fort du terme et à la pensée. Dans un fragment inédit de 1969, Popper explique que l'ordinateur ne fonctionne que si l'on lui soumet des problèmes. Il écrit que, et je cite, « Seuls les organismes ont leurs propres problèmes. Seuls les organismes sont capables de prendre l'initiative lorsqu'il s'agit de résoudre un problème. La vie peut être décrite comme l'émergence simultanée de problèmes et de structures. Et l'intelligence pourrait en ajouter, et la saisie et la résolution des problèmes. »
Vu sous cet angle, il n'y a donc pas d'organe exosomatique qui ne soit pas doté d'intelligence artificielle. L'intelligence humaine a toujours évolué au sein d'une matrice évolutionnaire plus large. De plus, il y a de nombreux organes exosomatiques au sein de cette matrice. Ces organes créent des possibilités nouvelles pour produire et développer un savoir critique. Comme l'a formulé le biologiste Ludwig von Bartholomä, qui a fait des contributions importantes à la théorie des systèmes, et je cite, « Le système symbolique du langage, et en particulier les langues artificielles que nous appelons mathématiques et sciences, se transforme en une gigantesque machine de pensée. Selon Bartholomä, cette machine génère des résultats tout à fait imprévisibles, du moins du point de vue de l'individu qui fait partie de ces systèmes. Philosophiquement parlant, l'ordinateur n'est pas un objet qui se prête à la comparaison avec l'esprit humain. Car on peut dire, à l'instar de Wittgenstein, que l'esprit humain n'est pas une chose organique capable d'être remplacée par une hypothèse anorganique. On pourrait également citer la critique formulée par Hannah Arendt. Arendt met l'ordinateur au même plan que toutes les autres machines. L'ordinateur fait le travail abrutissant d'évaluer jaillir au corps. Le cerveau électronique se substitue au travail du cerveau organique. Mais pour Arendt, le travail des opérations logiques, l'addition, la soustraction, n'est pas le propre de la pensée. La vraie pensée implique plus que le seul calcul. La vraie pensée implique plus que le seul cerveau. Dans un autre essai consacré au problème de la technologie, Arendt fait une remarque tout à fait intéressante. C'est une autre citation, mais dans cet essai, une remarque tout à fait intéressante. Je ne sais pas si c'est une critique heideggerienne ou si cette remarque traduit une vraie curiosité. Elle admet que l'ordinateur peut surpasser la compréhension par le cerveau humain. Et cela l'inquiète. Mais ces remarques sont très ambiguës. L'ordinateur n'a pas encore atteint le stade de l'entendement ou de la compréhension. Mais l'ordinateur, en faisant quelque chose d'incompréhensible, pourrait déclencher une transformation radicale de la pensée humaine. Peut-être. Ces remarques soulèvent donc de nouvelles questions. L'ordinateur est-il une sorte d'organe exosomatique qui marque le passage vers une nouvelle forme de l'intelligence humaine artificielle, c'est-à-dire une nouvelle forme de la raison? Ça, c'est la question. Comme beaucoup d'autres intellectuels des années 50 et 60, Gregory Bateson croit qu'il est naïf d'interpréter le fonctionnement de l'ordinateur comme une sorte d'activité mentale. Ou plus exactement, il considère qu'on a tort de dire que l'activité principale de l'ordinateur, à savoir la transformation des différences d'entrée en différences de sortie, correspond à un processus mental. Cependant, Bateson fait valoir que l'ordinateur représente un arc de circuit plus large qui inclut l'être humain et l'environnement. C'est par là que l'information est reçue et que les effets sont relayés. Selon Bateson, ce système total ou ensemble peut légitimement être considéré comme exhibant des traits mentaux. Il procède par tâtonnement et possède un caractère créateur. De plus, les lignes de démarcation entre les sphères différentes, entre le monde humain et le domaine de l'ordinateur, sont purement artificielles. Elles doivent être comprises non pas comme des frontières fixes, mais comme des voies acheminant les informations et les différences. Ce qui pense, c'est le système total. Il dit exactement la même chose sur l'esprit de l'individu humain. Cet esprit est inhérent à un système qui comprend les circuits
du cerveau, le corps, mais aussi les extensions techniques du corps, et même l'environnement de ce corps. Le bâton de l'aveugle et le microscope du scientifique, pour n'en citer que ces deux exemples, font partie intégrante du processus mental. Ce sont des voies de communication qui font donc partie d'un réseau topologique indivisible. On pourrait en dire autant des voix et des messages reçus à l'extérieur du corps et venant de loin. Pour Bateson, l'esprit de l'individu est toujours un sous-système d'un esprit plus grand. Dans ses écrits, Bateson pointe un problème nouveau, mais aussi une opportunité inédite. Compte tenu de l'impact révolutionnaire de l'ordinateur numérique, de la vitesse de son évolution technique et de sa pénétration dans la société des années 60, comment les circuits intellectuels du monde humain seraient-ils transformés? Comme l'a noté un observateur en 1964, les machines empiètent de plus en plus sur notre vie quotidienne. Et je cite, « Il devient évident que l'excellence technique des ordinateurs est secondaire par rapport au problème de l'intégration des êtres humains et des machines dans un système qui fonctionne bien. » La question est alors, qui tire du profit de cette évolution? Et qu'en est-il de la fonction critique du savoir? S'inspirant des travaux du scientifique Vannevar Bush et du cybernéticien Ross Ashby, le mouvement connu sous le nom d'amplification de l'intelligence conçoit l'ordinateur comme un organe exosomatique dans les deux sens que nous nous sommes efforcés de restituer. D'abord, comme fonction intellectuelle extériorisée, puis dans sa fonction historique et culturelle, comme site de stockage du savoir qui fait participer l'esprit de l'individu à l'esprit objectif. Dans un entretien, Douglas Engelbart affirme qu'il s'est rendu compte très tôt que la structure sociale, la technologie et les discours n'étaient en vérité qu'un système d'augmentation géant. Les individus ne sont jamais naturels. Ils sont toujours des sites de contrôle plastique exercés sur eux par des systèmes externes aussi complexes que puissants. Dès l'apparition du premier cerveau humain, l'intelligence est augmentée par des moyens externes. Le système nerveux est soumis à un entraînement constant. On ne cesse de lui fournir de nouvelles ressources. Engelbart maintient que l'intelligence artificielle se développe depuis des siècles. Pour l'essentiel, il s'agit simplement d'intégrer l'ordinateur au système total exosomatique qui est l'intelligence artificielle. Dans un essai important sur la symbiose entre l'homme et l'ordinateur, publié en 1960, Licklider affirme que l'objectif est de coupler être humain et ordinateur de sorte que le partenariat qui en résulte est doté de capacités cognitives jamais vues auparavant. Jamais vues. Licklider cherche à maximiser la capacité humaine de discernement et de décision. En d'autres termes, c'est une capacité d'agir de façon non prédéterminée. Pour ce faire, il faut libérer l'esprit de joute de travail automatique décréé par ordre. Licklider se propose même d'exploiter ce qu'on pourrait baptiser l'intelligence étrangère de l'ordinateur. Dans la mesure où l'ordinateur organise les informations d'une manière qui n'est pas immédiatement compréhensible à l'être humain, l'ordinateur pousse l'esprit dans les zones inexplorées de la pensée. Il soulève de nouvelles questions, propose des hypothèses novatrices, nous confronte à des défis inconnus. Comme Licklider, Engelbart privilégie les capacités de l'intellect humain qui font partie du système total. Le domaine de l'humain, en tant qu'élément d'un réseau distribué de l'intelligence, et le domaine de la pensée non formalisée, le domaine de l'intuition, du discernement, de la décision. Comme Bateson, Engelbart et Licklider sont conscients du pouvoir productif des systèmes hétérogènes. La stabilité et le bon fonctionnement du système ne constituent guère les objectifs principaux. Comme Locke l'a démontré dans ses travaux sur l'évolution, les systèmes dynamiques se branchent sur les flux maximaux. Ils s'alimentent de l'irruption soudaine de l'événement.
Engelbart préconise des processus désordonnés pour laisser plus de place à l'imprévisible. L'amplification de l'intelligence renvoie à un effort d'intégrer les ordinateurs et les êtres humains au sein des systèmes techniques et culturels sans pour autant réduire l'ensemble de l'environnement intellectuel à une logique calculatrice qui serait celle de l'ordinateur. Après avoir écarté la question habituelle qui guette dès que l'on se met à parler de l'intelligence artificielle, nous nous sommes demandé si l'on peut concevoir l'ordinateur comme un organe exosomatique qui revêt une importance particulière pour l'évolution de l'intelligence humaine. D'une part, il est aisé de déceler la possibilité que l'ordinateur, animé par l'esprit d'automaticité et les pratiques de l'automatisation, écrase et met hors service les systèmes exosomatiques de la vie. Mais une telle pratique reste tributaire d'une vision qui tend à séparer l'intelligence humaine et la technologie. C'est ce qu'on voit notamment chez Arendt et chez Heidegger. De l'autre, nous avons vu qu'il existe une manière de penser qui met en avant l'exosomatisation irréductible de toute activité mentale chez l'homme. Et pourtant, nous avons vu que la cognition tend toujours à s'étendre au-delà du cerveau et du corps de l'individu. Pour conclure, je vais me borner à indiquer, à partir des remarques historiques qui précèdent, quelques pistes de réflexion pour notre moment présent. Soyons clairs, le projet de singularity est une fantaisie délirante. L'intelligence doit être comprise comme rapport historique et relation sociale. Donc, l'obsession individualiste ne peut que s'avérer destructrice des systèmes sociaux et culturels. Mais qu'en est-il de la cognition distribuée et toutes les réflexions qui sont issues de cette problématique? Il est intéressant de noter que tous ceux qui souscrivent à l'idée de la cognition distribuée s'inscrivent en faux contre l'hypothèse de la singularité. Mais en même temps, l'apport de cette perspective me semble limité pour qui veut penser aujourd'hui notre relation avec les technologies numériques. En guise de conclusion, je vais essayer d'expliquer pourquoi les choses se présentent ainsi pour moi. Au début de l'informatique en réseau, et ce n'est pas peut-être un hasard qu'à ce moment historique, la théorie de la cognition distribuée et la théorie acteur-réseau sont à leur apogée, le réseau était encore un moyen dont se servaient les êtres humains pour communiquer entre eux. Les ordinateurs et les technologies de réseau ont facilité la mise en place de nouvelles voies d'échange, la construction de nouvelles communautés et de nouvelles formes d'extériorisation de la pensée. Mais qu'est-ce qui a changé depuis? Il me semble indéniable que l'esprit de l'individu humain ne participe plus au réseau de la même façon. Soyons clairs, le projet de... excusez-moi. Pas besoin de se complaire dans une vision apocalyptique, mais nous voyons tous aujourd'hui que la logique de l'Internet est pour l'essentiel au service de la prévision, de racolage, de la traçabilité, de dressage du système nerveux. Ces activités sont en grande partie invisibles ou s'opèrent de façon inconsciente. À cet égard, je suis d'accord avec Benjamin Bratton qui constate que nous observons la mort de la figure de l'usager, the death of the user. Pour l'instant, l'environnement numérique a largement perdu son potentiel d'être un espace de développement intellectuel, de construire un monde connaissance objective, comme dirait Popper. Ce n'est plus un espace favorisant la participation collective. Pour éviter tout malentendu, je ne veux pas dire par là que le moment est venu de faire notre deuil. Mais nous devons regarder la réalité en face. Tous les espaces conventionnellement réservés à la critique, tous les espaces accordés à la production de savoir sont désormais susceptibles d'être soumis à la logique numérique de surveillance, de dressage et de prévision. L'enjeu est donc le suivant, et je conclue. Comment séparer l'évolution orthogénétique des technologies, ce qui est l'évolution d'un système algorithmique de prévision?
Comment séparer cette évolution orthogénétique de l'évolution orthogénétique du savoir, qui est le fondement même de l'exosomatisation humaine et le fondement de la société humaine? Mais il faut reconnaître que la raison et le savoir évoluent avec nos machines. La fonction de la raison, qui est de produire l'imprévisible, est une fonction du réseau des cerveaux, des organes exosomatiques et des institutions humaines. Je vous remercie.